Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, le monde célèbre ce vendredi 19 juin la journée mondiale des luttes contre la drépanocytose, placée sous les thèmes le dépistage, un geste d'amour et de responsabilité. Un appel à la mobilisation et au dépistage précoce a été lancé afin de renforcer la prévention et la lutte contre cette maladie héréditaire. Et puis, le débat sur le référendum et une éventuelle révision constitutionnelle se poursuit en République démocratique du Congo devant les évêques de la Cinco. Isaac Jean-Claude Tshilumbai a défendu la souveraineté populaire tandis que l'opposant Délice Sanga s'est opposé à toute modification de la Constitution en période de crise sécuritaire. Vous les entendrez dans ce journal, c'est tout pour les titres. Je le disais en titre, le monde a célébré ce vendredi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, placée sous les thèmes le dépistage, un geste d'amour et de responsabilité. À l'occasion, un appel à la mobilisation et au dépistage a été lancé pour barrer la route à la drépanocytose. On écoute le docteur Mike Kassongo, médecin au centre hospitalier Moncoli. Regardez. La drépanocytose est une maladie génétique. Donc la cause de la drépanocytose, elle est essentiellement le patrimoine génétique que les enfants ont reçu de leurs parents. C'est-à-dire qu'on fait la drépanocytose lorsque deux parents qui sont les porteurs de l'hémoglobine S, soit du gène S, se marient et ils transmettent cela à leurs enfants. Alors pour qu'une personne puisse naître drépanocytaire, il faudrait qu'il y ait les deux personnes, donc le papa et la maman, qui se marient et qui vont transmettre les deux gènes qui vont s'unir dans l'enfant et pour faire une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Alors c'est essentiellement cela l'origine de la maladie. Alors pour prévenir la drépanocytose, c'est d'abord faire ce dépistage-là, se faire dépister, connaître son statut électrophorétique. Donc cela veut dire que tout jeune, qu'il ait les ambitions de s'engager dans le mariage ou pas, doit quand même connaître son statut électrophorétique. C'est-à-dire qu'il faut aller dans des hôpitaux qui peuvent vous faire ce test-là et vous faites dépister comme on le fait pour le groupe sanguin, comme on le fait pour les autres maladies. Donc il y a moyen que chacun puisse connaître son statut. Avant même de s'engager, c'est le conseil que l'on donne toujours aux jeunes, avant de s'engager, il faut du moins connaître son statut de l'électrophorèse et de l'hémoglobine, avant bien sûr de s'engager. Si l'on est AA, tant mieux, si l'on est AS, eh bien on prend des précautions pour ne pas s'associer avec un autre ou une autre AS. Et à l'occasion de cette même journée consacrée à la lutte contre la drépanocytose, les parents d'enfants drépanocytaires ont plaidé pour l'accès aux médicaments de qualité à la faveur des enfants drépanocytaires. On les écoute. Jean-Claude Sungululu est parent d'un enfant drépanocytaire. Il raconte sa peine de voir sa fille souffrir sans avoir la possibilité de prévenir ou d'éviter la survenue des crises. Elle avait 2 ans, je crois, c'est en 2013. Elle est née en 2011. C'est en 2013 qu'on a posé le diagnostic. Elle était très souvent malade parce que je travaillais dans une entreprise où il y avait quand même un grand hôpital et il y avait le médecin. Et très souvent, chaque semaine, elle tombait malade. Et finalement, il y a un médecin qu'on appelait qui n'était pas de notre entreprise, qui était chargé des enfants, un pédiatre. Alors, comme l'enfant souffrait beaucoup, il n'a pas pu détecter la drépanocytose. Il m'a parlé
de malnutrition. J'étais choqué parce que j'ai des enfants forts, tout ça. Et malnutrition, on se regardait avec ma femme, mais alors et puis on nous a envoyé à Moncole en ce moment-là. C'est à Moncole qu'on a découvert que l'enfant était drépano. C'était difficile, hein, quand on nous a appris que c'était drépano. On a eu un peu peur, on a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va perdre l'enfant, tout ça? Mais les docteurs nous ont calmés, ils ont dit non, ça va aller. Et finalement, parce que au début, quand la maladie a commencé, une fille de 2 ans qui grasse les dents, vous êtes à l'extérieur, vous sentez que l'enfant a mal. Et je pleurais avec l'enfant. Je pleurais. Quand je dis pleurer, c'est-à-dire que j'avais des larmes. Voir ma fille qui me regarde, dit, mais c'est comme un regard interrogateur qui dit, mais papa, tu me regardes souffrir, tu ne fais rien. Et ça me faisait très mal. Heureusement qu'après un moment, mon collègue nous a pris en charge, il y a eu un médicament, elle est maintenant sous Hydrea. De son côté, Alice Makuma est aussi parent de 2 enfants drépanocytaires. Elle affirme avoir perdu son mariage à la naissance de son 2e enfant, également drépanocytaire. Tant que kaya anémie et ça qui passe pour moi na nde akoli bala moto yo mona kaya anémie ça qui passe na za moto na bala qui mais avant mariage je n'avais pas fait des examens. Faut na yo prenez cas ça qui passe nde to ko arrêter mariage. Nde to arrêter mariage ya za na 8 mois. Nde to arrêter qui. Pour y aller ko basi yo mal faisait 5 ans. Mais wa liboso quoi to y ba ki nde to arrêter qui lui il était encore bébé. Oui, moi, on mais tant on a mon rôle à maman, et on a une réaction, et ça n'a pas de secours à moto. Ou il y a des besoins, en tout cas, à cause de ma tort et oublier la macasse, jusqu'à ce point, à ça la AVC, et mes mamans, là, j'aurais su un CPP. Et puis ça va perdre ta mémoire, na perdre ta langage. Suite et animé. On a joué le coup la cour, pour n'animer. Na kopesa conseil mingi na maparo bazala ka oyo ba négliger banate. Toujours en santé, 30 jours après la déclaration officielle de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, le gouvernement a procédé à une première évaluation de la riposte. C'était au cours du briefing presse tenu jeudi 18 juin à Bunia, à regarder. Selon les chiffres communiqués par le ministre de la Santé, la RDC totalise à ce jour 896 cas confirmés d'Ebola contre 232 décès, soit un taux de létalité estimé à environ 26%. La question du financement de la riposte a également occupé une place importante lors du briefing. Face aux interrogations de l'opinion sur la gestion des fonds mobilisés, Roger Kamba a tenu à apporter des clarifications. Merci beaucoup. C'est quand même la 2e fois que je reviens avec le ministre de l'Information, mais c'est la 3e fois que je viens depuis le 15 mai dernier quand nous avons déclaré cette épidémie. On revient pour 2 raisons. La première, c'est qu'on doit évaluer la riposte au bout de 1 mois pour voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses, parce que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des points à améliorer. Donc on revient pour faire le point sur la riposte et voir comment est-ce que nous mettons tous les moyens pour que cette riposte soit à la hauteur de cette épidémie qui est majeure. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un nouveau gouverneur qui est arrivé et donc nous devons le rencontrer pour voir ensemble comment est-ce que nous continuons cette collaboration dans ce contexte épidémique, parce que nous avions déjà discuté longuement avec le gouverneur qui était là avant. Nous voulons voir maintenant comment est-ce que nous continuons cette discussion avec le nouveau gouverneur. Voilà pourquoi on est là. Sur les terrains, la stratégie des ripostes repose essentiellement sur une approche décentralisée. Le chef de la division provinciale de la santé de l'Ituri, le docteur Marcel Lola, a indiqué que des structures de ripostes ont été installées dans les 36 zones de santé de la province. Avec cette décentralisation à Beni, à Mongoualo, à Nyankoundé et qui va se poursuivre sur Aro, ça va permettre de réduire ce temps.
Donc aujourd'hui, là où on avait 3 échantillons sur 10 qui allaient passer 48 heures pour avoir un résultat, aujourd'hui on a quasiment 100% des échantillons qui sont testés dans les 48 heures. Donc ça, c'est une avancée majeure. Et il faut dire que ces laboratoires vont servir pour autre chose. Ils vont servir pour le choléra, ils vont servir pour la rougeole. Donc c'est vraiment une réponse que je dirais, encore une fois, ambitieuse. De son côté, la ministre d'État chargée des Affaires sociales et actions humanitaires, F. Bazaïba, a alerté sur les conséquences humanitaires de l'épidémie dans une région déjà fragilisée par plusieurs crises. Au terme de ces premiers bilans, les autorités ont réaffirmé leur détermination à renforcer la riposte afin de contenir la propagation du virus. On va prendre cette nouvelle. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'est entretenu à Dubaï avec les responsables de la compagnie Emirates et les autorités émiraties. Les échanges ont porté sur l'ouverture de la desserte aérienne de la RDC par Emirates, reportée en raison du contexte sécuritaire au Moyen-Orient, ainsi que sur le suivi des projets stratégiques entre les deux pays, une démarche qui témoigne de la volonté commune de renforcer le partenariat économique et les investissements entre Kinshasa et Abu Dhabi. Autre chose, la mécanisation des agents de l'État non encore rémunérés s'accélère sur instruction du président Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre Adolphe Muzito et Jean-Pierre Liaou ont engagé des concertations pour intégrer progressivement ces activités dans le système de paye dès le 3e trimestre. Regardez. Sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi et sous la supervision de la première ministre Judith Souminois, les vice-premiers ministres du budget Adolphe Muzito et Jean-Pierre Liaou de la fonction publique s'activent à la prise en charge des agents et fonctionnaires de l'État non mécanisés. C'est l'objet de la séance de travail tenue ce jeudi 18 juin 2026 entre les deux personnalités au cabinet du budget au centre financier de Kinshasa. À en croire le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, cette mécanisation des agents non payés doit entrer en vigueur progressivement dès le 3e trimestre dit T3. Nous avons donc discuté autour de la question de la mécanisation, vous l'avez compris. Les agents et fonctionnaires de l'État non encore pris en charge en termes de rémunération. La fonction publique ne peut pas efficacement agir sans le budget, même sans le finance. Et prochainement, nous aurons une partite fonction publique et finance pour que nous puissions finaliser des propositions d'actions qui seront posées par le gouvernement dans le cadre de matérialisation donc des instructions présidentielles. Nous le faisons donc tous les trimestres. Mais nous allons essayer avec le vice-premier ministre, ministre du budget, avec le ministre des Finances, sous la supervision de la première ministre, chef du gouvernement, et conformément donc aux instructions reçues du chef de l'État, nous allons essayer d'accélérer ces rythmes d'inclusion salariale à partir déjà de T3. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, a accordé une oreille attentive aux préoccupations de l'administration du ministère du budget portée par l'intersyndicale du budget. Son Excellence, Monsieur le VPM, il venait de nous recevoir. On est passé à revue notre cahier de charges et les préoccupations au sein du ministère du budget, point par point. Les préoccupations, par exemple, au ministère du budget, il n'y a même pas de bis pour les transports en commun. Deuxièmement, il y a des directions auxquelles des agents travaillent dans des conteneurs. Ce n'est pas normal, un cabinet du ministère comme VPM et les agents travaillent dans des conteneurs. Les échanges ont également porté sur bien d'autres sujets importants de l'administration du budget. À toutes ces préoccupations urgentes et moins urgentes, Adolphe Muzito a promis d'assurer un suivi rigoureux en vue des solutions durables. Le vice-premier ministre s'est dit ouvert et disponible pour poursuivre le dialogue et parvenir à la paix sociale.
Je l'ai dit au sommaire, la loi sur l'organisation du référendum continue de susciter des échanges en République démocratique du Congo devant les évêques de la Cinco réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a apporté des éclaircissements sur ces textes et sur les débats liés à une éventuelle révision constitutionnelle tout en plaidant pour le respect de la souveraineté nationale. On l'écoute. Nous avons eu ce plaisir d'être ici pour d'abord tenter de donner des clarifications sur ce qui a été dit qui n'est pas correct sur cette loi, autant modalité de l'organisation du référendum, qui est une loi constitutionnellement permise parce que autant que la loi électorale, notre article 5 de la Constitution a prévu depuis son adoption qu'une loi sur le référendum soit adoptée, ce qui est du devoir en fait de l'institution Parlement. Quant à d'autres sujets, principalement ceux qui concernent la possibilité de modification de notre Constitution, j'ai estimé ici devant les pères évêques qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question, d'autant plus que cette modification éventuelle de la Constitution elle est constitutionnellement prévu et qu'il n'y a, à mon avis, dans ce pays, personne qui doute de ce que cette possibilité soit légale ou constitutionnelle. Et l'autre débat qui a tourné autour de l'éventualité du changement de la Constitution, c'était ici de rappeler à ce grand auditoire de très grands intellectuels que la Constitution en soi, comme texte, elle est l'émanation du peuple et que le droit contemporain dans toutes ses facettes, le droit constitutionnel, lorsque nous l'interprétons aussi à l'aune du droit comparé, notamment la Constitution française dont nous avons emprunté cet article 5 qui se trouve être l'article 3 en France, n'interdisent du tout pas qu'un peuple, s'il le trouve opportun, puisse changer sa constitution parce que comme nous l'avons si haut déclamé, la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce au travers de ses représentants ou directement par référendum. Donc, que le Parlement adopte la loi sur les conditions d'organisation du référendum n'est que là une possibilité légitime de pouvoir donner à notre peuple l'instrument qui permettrait, le moment venu sur une question ou l'autre, de pouvoir exprimer sa souveraineté. Dans le même registre, l'opposant Délicé Sanga a appelé à une défense stricte de l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Il a dénoncé toute initiative de révision de la Constitution en pleine crise sécuritaire et sous état de siège. On l'écoute. Nous défendons la Constitution du 18 février parce qu'elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 1996, qui s'est prolongée en 1998, est une guerre liée au conflit. Nous défendons la Constitution parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Ensuite, nous défendons cette Constitution parce que nous voulons défendre le droit des citoyens à se choisir librement leurs dirigeants. Parce que nous savons que lorsque, dans un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'éducation, les niveaux de pauvreté qui est dans notre pays, vous instaurez le plébiscite que nous avions déjà connu à l'époque avec Mobutu, eh bien, seul le peuple au nom duquel on revendique la souveraineté qui se retrouve tout d'un coup privé de la souveraineté. Et pour la recouvrer, il faudra recourir à la violence. Et donc la Constitution de 2006, c'est un antidote contre la violence dans l'espace politique. Nous défendons la Constitution parce qu'elle est une espérance, le dernier
acquis auquel le peuple peut être attaché, qui, au-delà de nos divergences, peut permettre encore de s'accepter dans nos divergences politiques, considérer que tel est au pouvoir, tel est à l'opposition, tel est dans telle province et que les droits de chacun soient garantis. En définitive, la défense de la Constitution n'est pas la défense d'un document. Elle est la défense de la sécurité. C'est la défense de la liberté. C'est la défense de la dignité et de l'avenir de nos enfants. Dans un autre registre, le commandant du service national et nouveau responsable de la task force d'assainissement de Kinshasa, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a annoncé le déploiement dès ce week-end de plus de 4000 anciens Koulouna rééduqués à Kanyama-Kassese, formés durant 2 ans et intégrés comme agents de l'État. Ces jeunes, désormais présentés comme des bâtisseurs de la nation. Regardez. Ces bâtisseurs peuvent exulter de joie. Avec eux, le commandant du service national. Beza Sodo, brevet en main, en symbiose avec la fanfare du SN, il quitte le centre d'encadrement et de formation Félix-Antoine Tshisekedi de Mamboa à Kanyama-Kassese. Un départ à l'issue d'une formation de 2 ans. Cette équipe de 4000 hommes et femmes connaît déjà sa première destination et sa première mission. Nous avons reçu des missions très précises. Nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa en même temps de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit les gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les emprises publiques, où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils laissent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa. Et nous, en tant que bâtisseurs de la nation, inclus dans la task force, nous avons reçu cette mission de la haute hiérarchie d'y mettre fin. Je ne dirais pas que c'est la fin de la récréation, je ne sais pas s'il y avait récréation, mais nous avons une mission à accomplir. Nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un résultat qui est attendu de la part de la haute hiérarchie. C'est avec ces bâtisseurs, c'est avec les éléments du service national qui sont intégrés dans la task force, c'est avec nous que vous allez voir les résultats qui sont attendus dans la ville-province de Kinshasa. Comme vous le voyez ici, je viens de recevoir mon argent comme mon salaire mensuel. Puis j'ai eu 500 000 francs de mon suaire. Je vais remercier le président de la République, aussi Général Kassongo pour les efforts fournis. Il s'est donné corps et âme pour nous soutenir. Comme le chef de l'État attend de lui des résultats, s'agissant de l'assainissement de Kinshasa, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, confiant en ses hommes, dit attendre la même chose d'eux, le tout avec rigueur et discipline. Le journée scientifique de Kinshasa consacrée à l'accroissement de recettes publiques de l'État ont été clôturées hier à l'Assemblée nationale. Le reportage de Deborah Wamba. Dans leurs interventions, l'administrateur de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, Suzanne Tumba, a axé sa contribution sur la nécessité d'une réforme fiscale profonde et adaptée aux réalités des opérateurs économiques. De son côté, la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, à travers son président Jean-Pierre Mbukumbumba, a insisté sur la structuration du secteur des artisans. Les travaux ont par ailleurs mis en évidence plusieurs axes majeurs pour l'amélioration des recettes publiques, notamment le renforcement du recouvrement fiscal, l'élargissement de l'assiette, la lutte contre les fuites des recettes et la valorisation des ressources nationales. Les intervenants ont unanimement plaidé pour une gestion plus rigoureuse, scientifique et efficace des finances publiques. Dans son allocution de clôture, l'honorable Jean Mafuta Kabongo a exhorté le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues des assises et a appelé l'Assemblée nationale à renforcer son contrôle sur l'exécution des budgets et des régies financières en vue d'améliorer durablement la mobilisation des recettes publiques. 3 jours pour répondre à une question. Comment accroître les recettes de l'État?
3 jours pour dégager clairement les pistes suivantes. Mieux recouvrer, mieux taxer, mieux valoriser, moins de fuites, plus de justice fiscale, plus de science, moins d'improvisation. À cet effet, j'invite le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de ces travaux en termes de réforme. Nous demandons à l'Assemblée nationale de veiller particulièrement à l'évaluation des assignations budgétaires des régies financières pour garantir le bien-être de nos concitoyens. Ainsi, les résultats de ces travaux scientifiques ne doivent pas demeurer de simples recommandations rangées dans des tiroirs. Ils serviront de boussole pour l'Assemblée nationale dans ses missions de législation et de contrôle budgétaire. Ces conclusions sont appelées à servir des feuilles de route pour les réformes structurelles et concrètes au service de la performance économique et financière de la RDC. Bouclons en sport après le match nul historique entre la République démocratique du Congo et le Portugal en Coupe du Monde 2026. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la diaspora congolaise réunie à Houston, aux États-Unis. Regardez. Entre fédération na biso na fédération internationale ya football association FIFA. Ngamoko nakotaki makambo navandaki pembeni ya président ya FIFA na yebisi ye ke tosepeli te po toza bakongolais ebele awa na États-Unis. Babiye oyo bapesi biso eza moke. Akamwe alobi abon bakongolais bazaki ebele awa ngai me baza ebele koleka baportugais ozomona na stade. Donc eza kaka likambo ya communication omoni kaka bango ndenge bazalaka balingaka toujours kozala na bapréjugé makambo na biso ezalaka kaka mabe biso nde tobelaka kaka ebola biso nde kaka toza na makambo ya mabe me touti kolakisa bango na baleopard na biso makasi na yango naza koyebisa bino boye bana mboka likambo oyo esalemi lelo ce n'est qu'un début. Litumba na biso ezalaki ya kobimisa Congo na libumu oyo batiaki yango. Bomoni ete libulu wana tobandi kobima epesi bato liboma. Na Rwanda bazwi liboma, na Congo bakomplice na bango bazwi mpe liboma. Yango nazali kosenga bino bana mboka kozala na bomoko. Baya kokosa bino te, babeteli bino lisolo na monoko ya mboka, na ndeko na yo Mswahili, Muluba, Mukongo to Mungala, olobi olanda ye. Tango bazali kobetela yo lisolo ya kotrahir mboka na yo, boya yango na motema moko po bandoki basili te. Biso tozokanisa ke bandoki bazalaka kaka na Rwanda, nzokande bakotela biso tina pantalon tina kalzo. Ngai mutu naza koyebisa bino bondimela ngai. Lelo ezali likambo ya politiki te, ezali likambo ya baleopard. Baleopard basali biso esengo, nasengeli bino deja na FIFA, soki baleki na tour oyo elandi, babimi na bapoule ya qualification, bakobakisa babiye mpo na bakongolais oyo na. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Le monde célèbre ce vendredi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, placée sous les thèmes le dépistage, un geste d'amour et de responsabilité. Un appel à la mobilisation et au dépistage précoce a été lancé afin de renforcer la prévention et la lutte contre cette maladie héréditaire. Et puis les débats sur le référendum. Sur les référendums
pour une éventuelle révision constitutionnelle se poursuit en République démocratique du Congo. Devant les évêques de la Cinco, Isaac Jean-Claude Chilumbaï a défendu la souveraineté populaire, tandis que l'opposant Dédicé Sanga s'est opposé à toute modification de la Constitution en période de crise sécuritaire. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Au revoir.